Bon, je vous propose de commencer parce qu'on n'a qu'une heure de session et je pense que ça va être assez dense. Donc, Iliane, si tu es d'accord, on démarre. Ouais, aucun Donc, problème, pas de souci. bonjour à toutes et à tous. Alors, on est très heureux de vous accueillir pour cette conférence en ligne sur le thème de la France 4 degrés, plus 4 degrés. Donc, deux mots sur Iliane. Donc, Iliane, tu es diplômée de l'École centrale de Lyon. Tu es également titulaire d'un master de sciences physiques de l'Imperial College de Londres et tu es ingénieur spécialiste des questions de résilience climatique. Donc, tu es l'auteur de l'essai S'adapter fake or not, qui est un essai qui vulgarise la réalité d'une France à plus 4 degrés et qui propose les modalités d'une planification de l'adaptation climatique. Donc, ce qu'on peut mentionner, c'est que tu es également membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau et que tu as publié plusieurs notes à destination des pouvoirs publics français, notamment sur l'institutionnalisation de la sobriété hydrique ou encore sur l'adaptation de la France au changement climatique ou encore sur le déploiement de la sobriété numérique. Donc, fort de toutes ces expériences et analyses, donc tu vas nous partager un résumé de tes analyses et tes réflexions. Donc, ce que je vous propose, c'est que Iliane fasse un exposé sans qu'on l'interrompe, de façon à dérouler les messages qu'il souhaite nous passer, et nous gardons un moment sur la fin pour la fin de la session pour les questions, si cela vous convient. Et donc, je propose que chacun ferme son micro pour ne pas trop perturber, puisqu'on va être assez nombreux, le déroulé de la conférence, et puis on posera les questions à la fin de la session. Si ça vous convient, Iliane, c'est à toi. On y va. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Merci Anne pour l'introduction. Je suis ravi de vous retrouver puisqu'on est consoeurs et confrères de cette belle école centrale de Lyon. Moi, je suis promo entrante 2015, promo sortante du coup 2019. Avec l'année de césure. Et moi, dans mes études, effectivement, j'ai commencé plutôt à faire un double diplôme, notamment avec l'Imperial College de Londres, où je faisais de la physique fondamentale. Sauf que à la fin de mes études, j'avais le choix entre directement aller sur une thèse de doctorat sur ces questions de physique, notamment de l'infiniment petit, la physique quantique. Mais j'ai décidé de revenir en France à ce moment-là et d'essayer de travailler sur cette question qui était liée notamment au changement climatique et à la notion de la prise en compte du risque climatique. Dans ce cadre-là, effectivement, j'ai essayé de prendre une place dans l'espace public pour faire des propositions de politique publique avec l'Institut Rousseau, mais aussi de déployer une analyse un peu systémique de ces enjeux de l'adaptation que je voyais toujours pris dans un angle pris entre deux feux en réalité. Un premier feu, déjà pour bien définir les termes, l'adaptation au changement climatique, c'est traiter les conséquences du changement climatique. On va voir ce que ça veut dire en termes de température, en termes de sécheresse, en termes de précipitation. Mais ça veut aussi dire, ça s'oppose du coup à une autre notion, ça s'oppose mais c'est complémentaire, qui est l'atténuation du changement climatique. L'atténuation du changement climatique, c'est traiter les causes, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et dans cette conférence, on va parcourir en fait un certain nombre de conséquences et de, on va dire, d'éléments de réflexion pour des solutions systémiques par l'intermédiaire de plusieurs animaux. Et le premier animal duquel on va parler, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Alors, on est vraiment aujourd'hui en France, mais dans le monde, en particulier avec les élections américaines, dans une espèce de post-vérité généralisée qui n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux, qui est le fait de traiter notamment la question climatique exactement comme un autre problème de notre société, comme quelque chose à égale valeur que des espèces d'autres discussions et de formes de panique morale. Quand on prend des dirigeants d'entreprise ou des dirigeants politiques, en fait, on peut considérer que le changement climatique, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Tout le monde passe à côté, on n'a aucune réflexion dans l'articulation des crises géopolitiques que nous connaissons ou des crises de production du système économique par rapport à ces enjeux de dépassement des frontières planétaires en général, puisque le changement climatique fait partie des 9 frontières planétaires, dont 7 ont déjà été dépassées. Et en fait, le dépassement de ces frontières planétaires va induire progressivement une force de rappel qui aura des impacts d'autant plus importants sur nos sociétés qu'on ne les aura pas anticipés.
Posons d'abord des éléments un petit peu globaux sur cette question climatique, mais d'une façon peut-être un peu originale. La première chose à savoir sur le changement climatique, et pour moi qui n'est jamais dit correctement dans l'espace médiatique, c'est qu'il est irréversible. La chose que je voudrais présenter ici, vous avez un graphique qui nous vient du Haut Conseil pour le climat. Vous y voyez ce qu'on appelle des bandes climatiques, les climate strips, qui représentent en fait l'élévation de température moyenne de la surface de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle, par rapport à 1900 en particulier. Et en fait, vous voyez que plus votre barre va teindre vers le rouge, plus on va considérer une augmentation de température importante. La figure date de 2022, donc la première chose à remarquer, c'est qu'en 2022, on est déjà jaune. Tout ce qui est avant 2022, ce sont des tendances historiques. Et tout ce qu'il y a après 2022, ce sont des scénarios prospectifs de l'évaluation climatique de la France, de notre pays. Le premier élément, du coup, c'est qu'en 2022, vous voyez qu'on est déjà autour de 2 degrés en France. La France a déjà connu une augmentation de température autour de 1,7, 1,8 degrés par rapport à 1900. Et en particulier, cette augmentation de température, elle est plus rapide que celle de la surface de la planète. La planète a pris en moyenne 1,3, 1,4 degrés si l'on prend les périodes de temps qui sont considérées par les différents climatologues. Et la chose qui est intéressante, c'est de bien comprendre les trois scénarios que vous voyez à l'écran. Le scénario du bas, c'est un scénario qu'on appelle de forte baisse des émissions. Ces fortes baisses des émissions, ce sont si nous tenons l'accord de Paris. Si nous tenons l'accord de Paris, vous voyez quelque chose d'important, c'est qu'on reste sur une couleur jaune, autour de 2 degrés, un petit peu plus en France, puisqu'on aura 2 degrés dans le monde de limité. En revanche, vous voyez qu'on n'a pas de retour en arrière. Ce qui signifie qu'en fait, le changement climatique est irréversible. Si on reste sous les 2 degrés, on va et qu'on arrête d'émettre des émissions de gaz à effet de serre et de la déforestation, qu'on atteint ce qu'on appelle la neutralité carbone planétaire, c'est-à-dire que chaque gramme de CO2 équivalent qui soit émis soit séquestré, soit par les océans, soit par la pédosphère, c'est-à-dire en fait nos arbres, les forêts en particulier, eh ben, on arrête le changement climatique, mais on reste sur des conditions de température et d'humidité figées par rapport à l'année où on a arrêté. Ça veut dire, par exemple, que l'année 2022, si vous vous souvenez, c'était une année notamment dans le sud-ouest du pays où il y avait un certain nombre de communes qui n'avaient plus d'eau au robinet. L'année 2022, c'était les incendies de Gironde. Et bah, le Haut Conseil pour le climat décrit que même si nous restons sous les 2 degrés, si nous restons sous les 2 degrés, l'année 2022 sera la moyenne à gérer à horizon 2050. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, malheureusement, l'adaptation, elle est obligatoire. Parce que l'adaptation, elle doit du coup arriver en complémentarité de l'adaptation, parce que fondamentalement, on a déjà dépassé des seuils qui transforment profondément la structure de notre pays. Le deuxième scénario qui m'intéresse, c'est le scénario que vous avez en haut, le scénario qu'on appelle de fortes émissions. C'est un scénario qui se produirait dans deux cas. Un premier cas, ce serait que les États ne matérialisent pas leurs engagements qu'ils ont pris sous forme de politique publique, d'accord, lors des différentes COP, et ou s'il y a un déclenchement d'un certain nombre de points de bascule climatique qui créent des boucles de rétroaction positives, c'est-à-dire qui s'auto-entretiennent et qui génèrent un emballement climatique. Dans ce cadre-là, on aurait une France qui serait à plus 4, 5, 6 degrés de moyenne. Et le scénario intermédiaire, le scénario orange, est le scénario de nos politiques publiques. Si chacun des États matérialise les engagements qu'ils ont pris, on serait à 3 degrés au niveau planétaire, ce qui correspond à 4 degrés en France. D'où le cadre qui a été donné dans le plan national d'adaptation au changement climatique, qui est un cadre de 4 degrés à la fin du siècle. On y reviendra. Et ce qui m'intéresse dans cette figure, c'est aussi de présenter trois générations de Françaises et de Français dans cette question du changement climatique. Entre 1950 et 2020, on a eu du coup, si vous êtes né en 1950, une Française ou un Français né en 1950 qui a 70 ans en 2020, eh ben, il ou elle aura connu à peu près que 1 degré de réchauffement sur ses 70 années de vie. Alors que si on prend une Française ou une Français qui est née en 2020, eh ben, potentiellement, c'est 1, 2, 3, 4, 5 degrés entre la naissance et la mort, ce qui signifie que cette irréversibilité climatique, elle crée fondamentalement un clivage générationnel dans la représentation de l'urgence et donc le décalage qui peut exister en termes de génération dans la perception de cette urgence climatique, parce qu'elle s'accélère, parce que le changement climatique est accéléré, et donc il nécessite des politiques publiques et une réponse beaucoup plus vigoureuse que ce qu'on a pu en y apporter jusqu'à là.
Ce qui est intéressant avec la question de l'adaptation, c'est qu'elle ne traite pas directement les émissions de gaz à effet de serre. Elle a une analyse plus systémique où elle essaye en fait de regarder ce qu'on appelle les risques climatiques, ce qu'on peut anticiper. Les risques climatiques, ils se traduisent par l'intersection de quatre éléments. Des aléas climatiques d'abord. Les aléas climatiques, pour aller très vite, c'est les températures qui augmentent, c'est les vagues de chaleur, c'est les zones potentiellement inondables, c'est les sécheresses, c'est l'élévation du niveau de la mer, c'est les rendements agricoles d'un certain, enfin les conditions agroclimatiques qui permettent le développement d'une plante particulière, etc., etc. Donc c'est un problème multidimensionnel qui doit se cadrer par rapport à un certain nombre d'aléas climatiques. Ces aléas climatiques, ils vont créer une exposition différente selon la zone géographique représentée. L'exposition, c'est donc une notion géographique. Les vagues de chaleur, je suis exposé aux vagues de chaleur à Paris, peut-être plus que ce que je le serais si j'étais dans un endroit, dans une forêt, par exemple, du fait de l'évapotranspiration des végétaux qui vont refroidir. Et donc ces deux éléments, aléa et exposition, ce sont des variables purement climatiques que l'on peut modéliser scientifiquement avec des sciences dures, la climatologie, etc. Mais ce qui est très intéressant avec cette notion de risque et d'adaptation, c'est qu'elle est fondamentalement sociale, car en réalité, vous avez une autre caractéristique de l'équation du risque qui s'appelle la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est comment l'organisation spécifique de mon territoire ou le système que j'analyse est plus ou moins vulnérable à l'aléa climatique que je considère. Par exemple, plus vous êtes âgé, plus vous êtes sensible, donc vous êtes plus vulnérable aux vagues de chaleur. Plus vous êtes dans un environnement urbain imperméabilisé, artificialisé, c'est-à-dire une ville, ça a une caractéristique, c'est un chauffage qui s'allume qu'en été, et bien plus vous êtes vulnérable aux vagues de chaleur ou aux inondations. Et le troisième élément, la quatrième élément, pardon, c'est la réponse, c'est-à-dire comment, sur un système, je vais répondre à mon risque. La réponse peut atténuer le risque. C'est le cas lorsqu'on limite les émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'atténuation du changement climatique peut rentrer dans cette équation du risque par le biais de la réponse. Les éléments d'adaptation transformationnelle permettent de limiter le risque pour l'intégralité du système. En revanche, un certain nombre de réponses peuvent augmenter le risque à moyen terme. C'est notamment, par exemple, le cas des méga-bassines ou des canons à neige pour l'industrie du ski. Et donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cette question de l'adaptation a fait un petit peu le tour des médias, avec notamment l'initiative qui a été prise par le ministère de la Transition écologique, qui a un nom différent maintenant parce qu'à chaque remaniement ministériel, il change de nom, avec le travail qui a été fait sur ce qu'on appelle le Plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC, le troisième du nom, qui vise à préparer la France à 4 degrés. Et la question qu'on se pose est quelque chose, moi, vous allez voir pourquoi, qui me dérange pas mal dans ces considérations, c'est ce petit slogan, vivre à plus 4 degrés, sans point d'interrogation. Le plan national d'adaptation, il se donne pour objectif de définir ce qu'on appelle une trajectoire de référence par rapport au changement climatique, c'est-à-dire de voir à quoi on peut s'adapter. Il prend du coup la trajectoire qui a été définie par l'ONU sur si les États matérialisent leurs objectifs climatiques. S'ils le font, on est à 3 degrés, ce qui veut dire qu'il faut qu'on rehausse l'ambition, mais ce qui veut aussi dire qu'on est en danger par rapport à un certain nombre de pays, notamment les États-Unis d'Amérique, qui changent d'avis tous les 4 ans et qui ne sont du coup pas fiables pour matérialiser ces objectifs climatiques et en tout cas respecter les accords qu'ils signent, que ce soit dans le domaine climatique ou dans n'importe quelle négociation géopolitique. Et donc, en fait, cette trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique, c'est ce qui nous conduit à 4 degrés à la fin du siècle, donc 3 degrés dans le monde. En 2030, ça se matérialise par déjà un dépassement des 2 degrés en France et en 2050 à plus 2,7 degrés. Et quand on regarde en fait simplement ça sur un graphique par rapport à la civilisation humaine, bah, on se rend compte que fondamentalement, on rentre dans des conditions qui n'ont absolument plus rien à voir par rapport aux conditions où en fait on a dimensionné nos infrastructures, sur lesquelles on a dimensionné nos activités économiques, etc. Et donc, en fait, le deuxième animal que je voulais introduire, c'est en fait le rhinocéros gris. Quelles sont les conséquences du changement climatique, du coup, sur la France? Eh ben, le changement climatique va produire ce qu'on appelle des rhinocéros gris. Le rhinocéros gris, c'est un animal, c'est un concept qui se situe entre celui de l'éléphant au milieu de la pièce que vous connaissez maintenant et le cygne noir. Le cygne noir, c'est des événements, en fait, que l'on ne peut pas anticiper. Par contre, on peut reconstruire a posteriori les racines de la causalité en mettant bout à bout un certain nombre de signaux faibles une fois que l'événement s'est produit. C'est le Covid, le signe noir.
Et en fait, les rhinocéros gris, c'est entre les deux. Les rhinocéros gris, ce sont des dynamiques lentes que l'on peut anticiper, que l'on peut modéliser, mais du fait de cette évolution lente, on ne s'y prépare pas correctement. Et les rhinocéros gris du changement climatique, c'est les 3 saisons qu'on va connaître en France en plus par rapport à celles qu'on connaît actuellement. En France, il va se rajouter en été une saison du trop chaud. D'accord? Cette saison du trop chaud, c'est une saison où, en fait, vous voyez sur ce graphique-là qui a été fait dans les rapports de Météo France, on considère une augmentation de température du coup de 4 degrés en moyenne, mais vous voyez que cette augmentation de température moyenne, donc ce ne sont pas les extrêmes chauds, on les verra après, les extrêmes chauds, n'est pas uniforme sur l'intégralité de notre territoire. On se rend compte en particulier que plus nous allons dans le sud-est du pays, plus on a des augmentations importantes, en particulier sur les Alpes, qui auraient en moyenne déjà plus 7 degrés à horizon 2100. Et toutes ces graphiques, bah, vous pouvez simplement les retrouver sans aucun problème dans les travaux de Météo France pour des horizons de temps plus courts et plus longs. De même, on peut aussi analyser sur le trop chaud ce qu'on appelle des vagues de chaleur. Les vagues de chaleur, elles vont avoir une définition un peu compliquée, mais en fait retenir que c'est grosso modo des jours au-dessus d'une température seuil. Cette température seuil, elle doit avoir une petite extension temporelle pour être valide, mais voilà. Et donc, en fait, entre 1947 et 2022, on a observé 46 vagues de chaleur, dont 22 depuis 2010. Ces vagues de chaleur, vous les voyez, donc c'est les vagues de chaleur de la période de référence. Elles sont cantonnées en fait à une durée sur un cadran qui va d'une durée de 25 jours, votre axe des abscisses, et en ordonnée un indicateur de température autour de 30 degrés pour le maximum que l'on peut atteindre. Vous y voyez notamment la canicule de 2003 sous la forme d'une boule qui a duré du coup une moyenne de 15 jours et une température moyenne, d'après les relevés de Météo France, autour de 29-30 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui va se passer dans les différents avenirs climatiques. Si on maintient donc le scénario bleu que je vous ai montré, si on reste sous les 2 degrés de réchauffement climatique, nous nous retrouvons en fait en réalité avec plus de vagues de chaleur, il y a plus de bulles, toutes cantonnées à un cadran à peu près similaire, mais avec des extrêmes plus fréquents et plus intenses. Et ce qui est aussi assez intéressant de regarder, c'est ce qui se passe du coup dans le scénario où on dépasserait les 4 degrés, le scénario rouge de forte émission, que le GIEC appelle RCP 8.5 à la fin du siècle. Eh bien, on se retrouverait du coup avec ce graphique-là qui est absolument effrayant. Ce graphique, en fait, représente du coup, à la fin du siècle, si on a une augmentation de température qui dépasse largement les 4 degrés en France, on aurait du coup un pays qui ne ressemblerait en fait plus du tout au pays qu'on connaît actuellement. En particulier, on aurait un certain nombre de vagues de chaleur qui pourraient durer non plus 20 jours, mais jusqu'à 3 mois, des extrêmes qui sont complètement inconnus et une multiplication des vagues de chaleur, c'est-à-dire en fait une nouvelle saison climatique où en fait les extrêmes d'aujourd'hui deviendront la moyenne et laisseront place à de nouveaux extrêmes pour lesquels rien n'est dimensionné, ni nos corps, ni nos infrastructures, ni nos villes. En particulier, lorsqu'on fait une analyse de vulnérabilité, on essaye de voir en fait les caractéristiques des systèmes qui vont renforcer ou atténuer l'effet d'un aléa climatique donné. Si on prend cet aléa du trop chaud, cette nouvelle saison du trop chaud, eh ben, malheureusement, nos territoires urbains ont toutes les vulnérabilités par rapport à cette caractéristique-là, puisque en fait, nos territoires, nos villes sont des chauffages qui s'allument en été, qui chauffent d'autant plus fort qu'il fait chaud. Puisque en fait, vous avez évidemment du béton. Ce béton, il capte la chaleur en journée, il la restitue en soirée, ce qui crée un certain nombre de phénomènes de canicule et ce qui crée aussi des augmentations de température qui peuvent être très importantes entre la température moyenne dans une zone peu artificialisée et dans une zone artificialisée de 2 à 6 degrés. Ici, vous avez un graphique du Shift Project. Vous avez également un certain nombre de matériaux qui peuvent générer ça, un certain nombre de sources de chaleur locales qui ont des conséquences du coup sur ces émissions de chaleur. La chose qui est aussi importante à retenir, c'est que cet effet lot de chaleur urbain, il a une dimension fondamentalement sociale. Quand vous êtes dans des quartiers populaires urbains, vous avez en moyenne beaucoup moins d'accès à des espaces naturels, les espaces naturels étant en fait des espaces qui vont évapotranspirer et qui vont transpirer de l'eau aussi. Évapotranspirer, c'est la végétation.
et l'évaporation, c'est simplement l'eau bleue, donc l'eau des cours d'eau. Et en fait, exactement comme quand vous sortez de la douche, lorsque vous avez de l'énergie thermique qui tape votre peau, qui tape un sol, eh ben, elle va moins taper votre peau si elle trouve de l'eau à évaporer. D'accord? Et nos villes aujourd'hui ont très peu d'accès à de l'évaporation et de l'évapotranspiration. Donc, en fait, toute l'énergie solaire sert à réchauffer la ville et donc, en fait, à avoir les conséquences qu'on connaît sur la manifestation de plus en plus fréquente, de plus en plus intense déjà des canicules et du trop chaud. La deuxième saison qu'on va connaître avec le changement climatique, c'est la saison du trop sec. Ici, vous voyez notamment un graphique sur le cumul des précipitations en été. Ce cumul des précipitations en été, vous voyez qu'on a une sécheresse extrêmement marquée, notamment sur des défauts de précipitation, plutôt ici sur le sud-ouest du pays, en lien notamment avec l'Espagne, qui est un pays en voie de désertification. Et pour comprendre les différentes caractéristiques de vulnérabilité en fait aux sécheresses, il faut comprendre quelque chose de fondamental, c'est que le cycle de l'eau que l'on nous a appris à l'école, il est faux malheureusement. Parce que en fait, ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que les eaux, les groundwater et surface water, donc l'eau bleue, l'eau de surface et l'eau des nappes phréatiques, surtout l'eau de surface, va progressivement s'évaporer. Cette évaporation va créer une condensation. Cette condensation va créer des précipitations. Ces précipitations vont ruisseler et remplir du coup nos nappes phréatiques, etc. Et puis une partie de ces précipitations, de cette eau bleue, va se trouver être condensée plutôt, ça va se retrouver stockée sous forme de neige, sous la forme d'une partie de la cryosphère, notamment dans nos montagnes. Ça, c'est faux. Parce que, en fait, c'est une explication de un tiers des précipitations qu'on connaît. Les deux tiers des précipitations sont liées à ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'eau verte, l'eau de nos végétaux. C'est ce que vous avez transpiration sur le schéma ou évapotranspiration. En fait, si jamais vous avez un continent où vous avez aucune végétation, eh bien, en fait, dans ce continent sans végétation, vous allez avoir les précipitations qui vont s'arrêter à une centaine de kilomètres des côtes, parce que ça sera uniquement cette eau des cours d'eau, cette eau, pardon, de la mer qui va générer les précipitations. Alors que dans un continent où vous avez une densité importante de végétation, de forêt en particulier, bah vous allez avoir des précipitations beaucoup plus régulières. Ce qui veut dire une chose fondamentale, c'est que l'aménagement du territoire que vous allez réaliser va contrôler une partie des précipitations et en particulier l'artificialisation des sols accélère le cycle de l'eau en prenant de la place sur des surfaces végétales qui sont en fait sur de l'eau verte qui sont en fait à l'origine des précipitations. L'autre chose très importante à comprendre, c'est que le mot sécheresse n'a pas beaucoup de sens. Il n'y a pas une sécheresse, il y a trois sécheresses, et la sécheresse est un phénomène dynamique qui passe du ciel vers la terre. Le premier type de sécheresse, c'est celui que je vous ai présenté dans le graphique du trop sec, c'est-à-dire c'est la forme de sécheresse météorologique. La sécheresse météorologique, c'est donc en fait simplement un déficit de précipitation sur une certaine durée de temps. D'accord? C'est un nombre de jours secs consécutifs. Cette sécheresse météorologique, elle va déboucher sur la deuxième type de sécheresse, qui est la sécheresse agronomique. La sécheresse des sols. S'il pleut moins, les sols sont plus secs, il y a moins d'eau verte dans nos sols. Et s'il y a moins d'eau verte dans nos sols, en fait, vous avez des sols qui sont moins perméables, d'accord? Et qui ont plus de mal à absorber les précipitations quand elles tombent. De même, un certain nombre de pratiques dans nos sols vont, notamment les pratiques d'écologie, d'agriculture intensive, vont créer des déficits en eau, notamment un certain nombre de productions type maïs, et donc vont renforcer cette sécheresse des sols. Et la sécheresse des sols, la sécheresse agronomique, communique avec un dernier type de sécheresse qu'on appelle les sécheresses hydrologiques, qui sont en fait la quantité d'eau que nous trouvons d'eau bleue, qu'on trouve dans nos nappes phréatiques et dans nos cours d'eau. Si votre sol est sec, il est moins à même de séquestrer les précipitations quand elles tombent. S'il y a moins d'eau dans les sols, elles s'acheminent moins vers la nappe phréatique. Or, ces nappes phréatiques, elles communiquent en permanence avec les différents cours d'eau. Et donc, moins les nappes sont remplies, plus le débit des cours d'eau est affecté. Et donc, vous voyez qu'en fait, une partie de ces sécheresses peuvent être dues au changement climatique, mais il y a aussi des dynamiques d'usage de nos sols, d'usage de notre ressource en eau qui vont amplifier, accélérer le cycle de l'eau.
En réalité, quand on regarde les résultats autres que ces précipitations, on se rend compte du coup à 2050 que le débit des cours d'eau va diminuer fortement, en particulier toujours dans cette partie est du pays, sud-ouest du pays, pardon, qui est connectée à l'Espagne, parce qu'on est en voie de désertification et on a également un nombre de nappes phréatiques qui se retrouvent euh, avec des diminutions de l'ordre de 40 à 50%. Ce qui veut dire qu'en fait, l'intégralité de notre pays s'assèche sur sa partie sud et est déjà en train de s'assécher durablement sur cette partie sud. La troisième saison qu'on a, c'est la saison du trop d'eau. Pourquoi? Parce que, en fait, avec le changement climatique, vous avez un réchauffement global. Ce réchauffement global va augmenter l'évaporation et l'évapotranspiration. 1 degré de réchauffement en plus, c'est environ 7% de potentiel d'évaporation en plus. 1 degré de réchauffement, 7% de potentiel d'évaporation. Et en fait, le gros problème qu'on a, on n'aurait pas le problème du trop sec si c'était le cas, eh ben, c'est que tout cet excès d'eau ne va pas retomber progressivement, il va retomber d'un coup, exactement comme ça s'est produit à Valence en Espagne. En Espagne, à Valence, vous avez notamment vu que la Méditerranée, juste avant, était 5 degrés plus chaude que ce qu'elle était en moyenne. Et donc, toute cette eau est retombée sur la saison, du coup, automne-hiver. Et en automne-hiver, on aura, du coup, des précipitations très importantes, notamment sur la partie est du pays. D'accord? Et donc, si je fais un peu de symbolisme un peu rapide, on a fondamentalement une Europe avec un pourtour méditerranéen qui va s'assécher et tout l'excès d'eau asséchée en fait va retomber sur la partie est et centrale de l'Europe, donc de notre côté nord-est et Europe centrale, donc dans notre côté plutôt le nord et l'est du pays. Et du coup, une des dynamiques de vulnérabilité principales qu'on affronte ici, c'est la question de l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, en France, on artificialise chaque année environ 23 000 hectares, 20 000 hectares pour prendre l'ordre de grandeur, c'est 20 000 terra-de-foot par an. Et donc, en fait, chaque fois qu'on va avoir un sol artificialisé, on se retrouve dans une situation de vulnérabilité importante par rapport à ces inondations. Et ce qui est intéressant aussi de considérer, c'est que ces différents rhinocéros gris se mélangent. Je vais aller très très vite là-dessus, mais je vous laisserai les diapositives. C'est simplement pour avoir un bilan un peu exhaustif des conséquences de ce trop chaud, de ce trop d'eau et de ce trop sec. Si on cumule par exemple le trop chaud et le trop sec, on se retrouve avec des problèmes extrêmement importants sur nos territoires de montagne, qui sont déjà des territoires qui ont qui ont dépassé les 2 degrés et des territoires où la sécheresse s'intensifie, ou en tout cas on commence à avoir une diminution très importante de la quantité d'eau sous forme de neige ou de la quantité d'eau présente pour la croissance des plantes, avec même un certain nombre de risques d'incendie qui commencent à apparaître. Si on cumule le trop chaud et le trop d'eau, on se retrouve notamment avec des risques importants sur les littoraux, puisqu'en fait l'élévation du niveau de la mer est principalement due au gonflement de l'eau des océans, parce que plus il fait chaud, plus l'eau gonfle, exactement comme vous mettez de l'eau dans une bouilloire. Et de même, on va avoir une caractéristique importante d'apport d'eau par une partie de la fonte de la cryosphère. Et on a en France plus de 1,5 million d'habitants qui sont dans des zones qui sont dites potentiellement inondables et des conséquences aussi sur l'augmentation de la vulnérabilité de nos outre-mer. Si on cumule maintenant le trop sec et le trop chaud, on amplifie ce qu'on appelle le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Nos sols argileux sont des accordéons, d'accord? Donc il y a une partie de nos sols avec des argiles. Accordéon veut dire que lorsqu'ils sont mouillés, on étend l'accordéon, ils prennent plus de place. Par contre, quand ils sont plus secs, on le rétracte. Et quelquefois, des vagues de sécheresse font que la rétractation est trop forte et donc qu'elle empêche le retour normal. On casse notre accordéon et la fracture de notre accordéon crée en fait des fissures qu'on retrouve dans tout un tas de maisons déjà aujourd'hui en France sur sol argileux. Et quand on regarde en fait les travaux des assureurs ou les travaux du Haut Conseil pour le climat, on se rend compte qu'on a plus de 10 millions de logements aujourd'hui en France qui sont concernés à risque de craquement, voire d'effondrement, du fait de ce phénomène de retrait-gonflement des argiles, conjugué avec des vagues de sécheresse plus importantes.
Et la dernière conséquence des rhinocéros gris, c'est l'état de nos forêts. Parce que, en fait, en réalité, l'intégralité le changement climatique va trop vite, surtout pour nos écosystèmes forestiers. La capacité à stocker du carbone pour nos forêts a été drastiquement réduite entre la période 2014 sur la moyenne de période 2014-2022. Quand on prend la décennie précédente, c'est-à-dire 2013, 2015, 2005-2013, pardon, on avait une séquestration d'environ 63 mégatonnes de carbone, de CO2. D'accord? Si on regarde la décennie 2014-2020, on n'est plus qu'à 40 mégatonnes de CO2 séquestré. Et si on regarde uniquement l'année 2022, on est autour de 30. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait cette comparaison un peu barbare, nos forêts ont connu une division par deux de leur capacité de séquestrer du carbone en 10 ans. Donc ça, c'est en fait que les conséquences du trop chaud, du trop sec et du trop d'eau sont déjà extrêmement importantes pour pour nos écosystèmes forestiers. Et donc, en fait, là, vous vous rendez compte déjà qu'on va vivre dans un pays qui a qui n'a plus rien à voir avec le pays qu'on connaît actuellement. Et donc, il y a des chantiers absolument immenses. Et l'animal qui peut être puissant pour nous sauver, en tout cas, qui peut embarquer le concept, c'est l'abeille. L'abeille, en fait, elle a une forme d'organisation fonctionnelle autour d'un objectif commun. Elle a une forme de hiérarchie autour d'objectifs fonctionnels, faire vivre la ruche. Et l'abeille aussi, elle a la reine des abeilles n'a pas du tout un destin enviable puisqu'elle meurt, en fait, en réalité. Et donc, elle a un destin sacrificiel. L'abeille, c'est aussi un animal qui fait preuve qui est le symbole d'une forme de non-violence radicale, sauf en extrême urgence, puisque l'abeille, lorsqu'elle pique, eh ben, elle meurt. Et donc, le concept qu'il nous faut, c'est le concept de robustesse. Aujourd'hui, en fait, pourquoi tous nos sols sont artificialisés? Pourquoi on a une forme d'agriculture qui est très sensible au trop sec? Pourquoi, en fait, également, nos tissus urbains n'incluent aucune diversité? Eh ben, c'est parce qu'en fait, on est sur un paradigme dominant qui est celui de la performance et de l'efficacité sur tous les seuils de nos vies. C'est ce que dit le biologiste Olivier Hamon et il oppose la question de la performance à la question de la robustesse. Il explique que dans le monde du vivant, en fait, ce qui se reproduit, ce qui devient la norme, ce n'est pas l'hyper-efficacité dans un domaine, c'est au contraire d'être moyen partout. Si on est moyen partout, en fait, on peut inclure des formes de diversité dans notre développement. Par exemple, deux exemples d'agriculture. Dans le cas de l'agriculture, on a, en fait, si vous êtes dans une forme de monoculture, vous êtes hyper efficace pour avoir un rendement maximisé dans un environnement stérilisé où vous allez mettre des pesticides et des engrais pour protéger, du coup, votre production agricole, alors que dans un paradigme de la robustesse, vous allez avoir une production avec une diversité génétique importante, pas de clones, et donc, en fait, vous allez garder la vie que vous avez dans votre sol, vous allez pouvoir vous passer de pesticides et d'engrais, et surtout, vous allez pouvoir affronter une diversité de conditions climatiques. L'efficacité, elle est possible uniquement lorsqu'on se retrouve dans des situations où on a des conditions climatiques qui sont stables. Quand sortez de cette forme de stabilité, eh ben, en fait, l'efficacité devient une forme de dilemme du prisonnier géant, c'est-à-dire qu'elle fait effondrer beaucoup plus vite. Les lenteurs aussi sont un atout là-dessus. Et les redondances. Aujourd'hui, notre système économique ne crée pas de redondance, il crée une hyperspécialisation et une hyperfluidité, le lean management, et malheureusement, dans des conditions qui changent, dans des conditions où ce sont les extrêmes climatiques qui gouvernent, ça, c'est particulièrement vulnérable. Et donc, en fait, les principales choses qu'il va nous falloir organiser, c'est des planifications de la résilience climatique. Les planifications de la résilience climatique, c'est notamment inclure dans nos villes un maximum de trames bleues et de trames vertes qui vont permettre, en fait, de perméabiliser nos sols, qui soient capables, du coup, de séquestrer les excès d'eau qui vont lui arriver et d'évaporer, de transpirer lors des fortes périodes de vagues de chaleur. C'est extrêmement important à comprendre que, en fait, une ville perméable, une ville avec des corridors de biodiversité, c'est une ville qui transpire et c'est une ville éponge. Et on a besoin de villes qui transpirent et de villes éponges pour faire face au trop chaud
et au trop d'eau. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est renaturer durablement nos cours d'eau. La renaturation de nos cours d'eau, elle permet en fait d'éviter les gonflements de ces cours d'eau, en particulier quand on a des excès de précipitations importants. Quand vous détournez un cours d'eau, exactement comme cette petite image, notamment pour y mettre des villes, que vous l'artificialisez, et ben, à un moment, quand un extrême climatique arrive, un extrême de précipitation, et bien, le cours d'eau, par défaut, va gonfler, retrouver son lit naturel, qui a été défini par des milliers d'années de géologie et de patterns de précipitation. Et le retour à ce lit naturel va, du coup, inonder un certain nombre de logements. Et le dernier paradigme extrêmement puissant, c'est ce qu'on appelle le paradigme de l'hydrologie régénérative. L'hydrologie régénérative, ce sont des pratiques agricoles qui visent à ralentir la circulation de l'eau partout dans la parcelle agricole. C'est-à-dire que sur le graphique que vous voyez en bas, vous avez une parcelle agricole sans hydrologie régénérative et une parcelle agricole avec hydrologie régénérative. Dans la parcelle agricole sans hydrologie régénérative, vous vous retrouvez en fait en situation que l'eau qui, quand elle tombe du ciel, elle dévale la pente et qu'elle vienne du coup inonder en bas, à l'endroit en fait où la topographie est la plus basse. En revanche, avec l'hydrologie régénérative, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un certain nombre de retenues collinaires désimperméabilisées en bas, un certain nombre de petits lacs, de baissières, pour qu'en fait l'eau, quand elle tombe, eh ben, elle soit la plus lente possible pour dévaler la pente, et donc qu'elle réhydrate profondément nos sols. Ce qui est extrêmement inspirant aussi avec l'hydrologie régénérative, c'est qu'elle permet fondamentalement de limiter d'utiliser pardon les techniques connues d'agriculture régénérative, notamment l'agroécologie et l'agroforesterie ou les techniques de permaculture qui permettent du coup par un biais de rotation de culture, d'inclusion d'arbres pour protéger le couvert forestier et le bétail, de permettre en fait de séquestrer durablement de l'eau dans les sols et en tout cas de faire circuler l'eau verte et donc de ralentir le cycle de l'eau. Le petit problème qu'on a quand même par rapport à cette question climatique, c'est qu'on ne peut pas non plus la considérer comme une question purement technocratique, parce qu'elle va générer aussi une incertitude structurelle. L'incertitude structurelle, on peut la symboliser par le concept de signe noir de Nassim Nicolas Taleb. Et en fait, le signe noir correspond à des événements de rupture que l'on ne peut pas anticiper, mais qu'on peut expliquer a posteriori, une fois qu'il s'est produit, en mettant bout à bout un certain nombre de signaux faibles. Un des événements notamment, c'est la question non linéaire liée au changement climatique. C'est pour ça que le vivre à 4 degrés est un très très mauvais slogan, et notamment quand on suggère que c'est possible. Pourquoi? Ici, vous avez un graphique qui montre du GIEC, qui montre l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, vous voyez que dans les trois scénarios que nous connaissons, elle reste linéaire, et donc en fait l'élévation du niveau de la mer, même quand on a arrêté les émissions de gaz à effet de serre, pour un certain nombre de raisons, elle va se poursuivre lentement sur plusieurs siècles, notamment parce que la pellicule d'eau qui chauffe en profondeur, pardon, en surface, est en permanence ramenée en profondeur. Et vous voyez un scénario à faible probabilité, fort impact, qui nous mènerait à une élévation du niveau de la mer doublée par rapport aux différents scénarios. Donc le scénario forte émission, c'est 80 cm d'élévation du niveau de la mer. Et vous aurez 1,5, 1,6, 1,7 degrés scénario à faible émission et 1,7 mètres, pardon. Ça, c'est un scénario où en fait on aura une désintégration d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest. Et en fait, ce qu'il faut montrer par ce graphique, c'est qu'il y a un certain nombre de points de bascule climatique. Ces points de bascule climatique sont tous situés, d'après les experts, autour de 2 degrés de réchauffement, même s'il y a une très forte incertitude malheureusement dans la modélisation de ces points de bascule. Les points de bascule, ça peut être aussi le permafrost, la savanisation de l'Amazonie. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des seuils qui sont a priori, d'après la connaissance scientifique actuelle, autour du 2 degrés, qui peuvent générer du coup des phénomènes d'emballement. Et ces phénomènes d'emballement rendent le changement climatique incontrôlable et nous placent dans une incertitude absolument structurelle sur le niveau de réchauffement auquel on pourrait s'adapter. Ça nous enlève, ça nous ôte la possibilité même de cette adaptation. Et donc, en fait, si on résume ces deux éléments, on a résumé du coup les questions de rhinocéros gris. La planification de la robustesse est un élément important. Mais il va nous falloir aussi faire face à une incertitude
qui est structurelle. Et l'incertitude, en fait, elle ne peut être affrontée que en créant un mycélium. Donc, si vous savez ce que c'est que le mycélium, les champignons, ce que vous voyez en surface du champignon, ce ne sont que leurs organes reproducteurs. La réalité du champignon, c'est en fait tout ce réseau qui va mettre en lien l'intégralité des espèces du sol les unes avec les autres. C'est ce qu'on appelle le mycélium. Et ce mycélium-là, en fait, il faut le bâtir dans toutes nos organisations autour de la notion d'entraide. Pour introduire la notion d'entraide, on s'acheminer tout doucement vers la fin de la conférence. L'entraide, en fait, c'est un concept notamment qui a été développé par Kropotkin, mais qui a été repris par les deux biologistes Pablo Servigne et Gauthier Chapelle dans un livre qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et en fait, dans ce livre-là, les deux biologistes, ils décrivent ce qu'ils appellent un cycle pénurie-abondance. Alors, on part d'une situation de pénurie, c'est-à-dire une situation de catastrophe naturelle, de maladie, etc. Et en fait, ce que montrent nos deux biologistes, c'est que dans les situations de pénurie ou de crise, les êtres vivants ou les groupes humains qui survivent, c'est ceux qui ont institutionnalisé l'entraide. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous prenez deux groupes humains, eh ben, fondamentalement, un groupe humain où va avoir la compétition partout, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au moment de la catastrophe, ils vont se battre pour avoir la ressource. On va avoir une tribalisation autour de la pénurie. Alors que des groupes humains qui ont institutionnalisé l'entraide, eh bien, en réalité, ce qui se produit, c'est que ils vont réussir fondamentalement à garder une forme de cohésion par des réflexes de l'entraide qui ont été partagés en amont. Eh bien, ces réflexes de l'entraide-là, ils vont permettre fondamentalement de maintenir la cohésion. Et si vous avez un groupe humain qui est plus grand en nombre, eh ben, il est plus à même de se partager le travail pour s'adapter à la forme de pénurie ou de la crise qu'on n'a pas pu anticiper. Et du coup, l'entraide, elle crée une forme d'abondance. Et cette abondance, elle va générer ensuite une forme d'extraction du milieu plus importante. Et cette forme extraction du milieu, elle va aussi générer un certain nombre de comportements. S'il n'y a plus de pénurie ou de crise ou de catastrophe, la compétition va induire la disparition progressive des réflexes de l'entraide. Et donc, c'est la compétition en abondance qui va dominer la sélection naturelle. Et on a par exemple un exemple très intéressant là-dessus, c'est celui de deux arbres. Vous mettez deux arbres dans un environnement riche et vous déracinez un des deux arbres, vous allez vous rendre compte que le premier arbre va envahir le canyon avec ses racines. Ça veut dire que dans l'environnement riche, les deux arbres étaient en compétition. Si on fait la même expérience et qu'on met ces deux arbres dans le désert, par exemple, dans un environnement pauvre, et qu'on enlève le deuxième arbre, on se rend compte que le premier arbre, ses racines ne vont pas envahir le canyon, mais au contraire se rétracter. Ça veut dire que dans l'environnement de pénurie, en fait, nos deux arbres y coopéraient. Et c'est un excellent moyen, en fait, de modéliser nos sociétés, c'est de les comprendre comme des institutions de l'entraide et des institutions de la compétition. D'accord? Et en fait, pour gérer, je passe sur la sécurité sociale de l'alimentation, j'en dirai un mot tout à l'heure, j'en dirai un mot dans les questions si ça vous intéresse. Mais en fait, ce déjà-là de l'entraide, il faut qu'on arrive à le trouver et à le généraliser. Le déjà-là de l'entraide, c'est des formes d'organisation de nos sociétés qui marchent déjà sous le paradigme de la robustesse. Et le principal outil, la principale exemple de nos institutions de l'entraide, c'est la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, elle fonctionne sur un paradigme non pas du profit, de la croissance à tout prix, mais sur un paradigme du besoin. Et c'est ça la grande réponse de l'entraide. Les institutions de l'entraide, elles permettent de mettre en sécurité sociale les besoins et la planification de la robustesse, elle permet de mettre en sécurité sociale les communs, l'accès à l'eau. Donc en fait, la question de l'adaptation, si on la reformule correctement, dans sa dimension anticipable, les rhinocéros gris, et dans sa dimension d'incertitude structurelle, les signes noirs, c'est en fait de paver l'économie du donut de Kate Raworth, de forme de sécurité sociale pour garantir à toutes et tous les besoins et à réencastrer nos économies et nos sociétés dans les limites planétaires. En réalité, en fait, l'économie du donut, c'est construire ce qu'on appelle l'espace sûr et juste pour l'humanité, c'est-à-dire avec un plancher social pour répondre à la certitude. On doit mutualiser, garantir les besoins vitaux, exactement comme on a mutualisé, garanti la santé.
On peut donc réfléchir à d'autres formes de sécurité sociale pour le faire, notamment la sécurité sociale de l'alimentation. Et il faut qu'on réencastre nos modèles économiques dans un paradigme de la robustesse. Et ça, c'est la mise en sécurité sociale des communs, c'est-à-dire ne pas déplacer un certain nombre de plafonds environnementaux qui nous imposeront in fine une force de rappel qui sera d'autant plus difficile à supporter qu'on ne l'aura pas anticipé et planifié. Et donc, pour conclure, en fait, il faut comprendre que l'effondrement, il va disloquer progressivement les réseaux dont nous dépendons pour accéder à nos besoins vitaux. C'est ça la France 4 degrés. Et en fait, fondamentalement, le statu quo nous place durablement en forme d'insécurité hydrique, sanitaire ou émotionnelle. Et en fait, du coup, l'adaptation, il faut la réaffirmer, mais il faut la reformuler plutôt sous le paradigme de la mise en sécurité sociale des besoins et des communs. La mise en sécurité sociale de nos besoins vitaux et du partage des communs, notamment avec les non-humains. Et en fait, pour cela, il va falloir prendre exemple de la sécurité sociale qui se construit en 1945 suite à l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale, pour prendre appui progressivement sur les crises, pour subvertir progressivement, mais durablement, les institutions qui sont à l'origine du maintien de ce statu quo. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on aura d'institutions d'entraide, plus on pourra conserver une forme de cohésion dans une société libre, égalitaire et fraternelle, puisque c'est ça, en fait, la menace que nous impose la polycrise et notamment le changement climatique. Et pour conclure cette conférence en quelques mots, le futur, il sera collectif ou il ne sera pas. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai un petit peu dépassé. Non, c'est parfait. Merci, Iliane. Il nous reste 10 bonnes minutes, donc je propose que on passe à une session de questions. J'imagine qu'il y en a un certain nombre. Qui aura le courage de poser la première? Vous pouvez aussi les mettre dans le chat si vous préférez. Si t'es dans le chat, je veux bien que tu me les lises, Anne, parce que moi, je ne le vois pas Alors, pour malheureusement. l'instant, il y en... Alors, attends, on va les reprendre. On peut poser la question de Nicolas, sauf si Nicolas veut la peser. Est-ce que dans le cadre de nos grands travaux d'urbanisation ou d'infrastructure, par exemple les nouvelles lignes ferroviaires ou les autoroutes, cette dimension de robustesse est correctement prise en compte? Pas pour le moment, malheureusement, mais il va falloir le faire. J'ai un autre graphique. En fait, c'est une conséquence de l'irréversibilité climatique, ça, malheureusement. Parce que toutes nos infrastructures, en fait, elles sont dimensionnées sur des conditions climatiques passées. C'est-à-dire qu'en fait, sur des conditions, sur des extrêmes climatiques qui ne reviendront jamais. Et donc, tout est à revoir. Et donc, il faut passer au crible, au peigne fin, toutes ces infrastructures pour voir eh ben, si par rapport, elles tiennent par rapport au trop chaud, au trop sec et au trop d'eau. Surtout le trop sec. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec la grosse vague de sécheresse qu'il y a eu en 2022 au Tour de France, eh ben, on a dû arroser les routes avec de l'eau pour pas qu'elles s'écartent trop et que pour que les coureurs puissent parcourir les différentes étapes. Donc, la robustesse dans les infrastructures, elle doit se construire. Il y a, pour moi, elle se construit en réintégrant un maximum d'écosystèmes dans les infrastructures, donc passer à un paradigme complètement différent. Et puis, il y a des formes d'innovation qui peuvent aider aussi. Il y a des espèces maintenant aujourd'hui de béton poreux qui existent, c'est-à-dire des bétons par lesquels l'eau peut s'infiltrer et donc limiter les effets du trop d'eau. Très bien. Donc, Luc avait posé une question aussi. Qu'en est-il de l'impact du réchauffement climatique sur le Gulf Stream Oui. et quels impacts associés sur les scénarios pour la France? Ouais, c'est une très bonne question ça. C'est encore un sujet à pas mal de débats. En fait, le Gulf Stream, c'est l'espèce de tapis roulant que vous avez dans l'Atlantique qui apporte notamment de la chaleur en hiver au continent européen. Donc, par exemple, sur les mêmes latitudes, vous avez le Canada et les États-Unis qui ont des hivers beaucoup plus froids. A priori, le ralentissement, d'après les travaux de la climatologue Julie Déès, on va avoir deux conséquences avec le Gulf Stream. Et du coup, le changement climatique provoque probablement un arrêt du Gulf Stream en uniformisant les températures qui mettent la différence, le gradient de température qui met en mouvement ce tapis océanique. Et en fait, le Gulf Stream, on a beaucoup d'incertitudes encore, mais a priori, les conséquences qu'il va y avoir s'il s'arrête, c'est qu'on aurait des hivers beaucoup plus froids, les hivers, parce que fondamentalement, en fait, le tapis s'arrête. Par contre, les étés augmenteront et seront toujours aussi chauds. En fait, on aura une quatrième saison.
qui est du coup la saison du trop froid, et les étés seraient beaucoup plus chauds parce que en fait, l'arrêt du Gulf Stream fait qu'on a un défaut une diminution de la quantité de carbone qui va plonger dans l'océan. Donc on a une accumulation de carbone sur la pellicule fine de l'océan Atlantique, et cette accumulation de carbone, elle empêche la séquestration du carbone qui est émis par les émissions de gaz à effet de serre, et donc en fait, proportionnellement, l'arrêt du Gulf Stream crée plus de carbone qui va s'accumuler dans l'atmosphère, donc créer le réchauffement climatique, que de carbone, que, que de carbone qui aurait plongé du fait de ces éléments-là. Donc, beaucoup d'incertitudes là-dessus. La tendance majoritaire dans la science, c'est d'expliquer que s'il s'arrête, ce qui n'est pas sûr encore, mais a priori, il y a quand même des belles conjonctions pour qu'il s'arrête, on aurait du coup à la fois des hivers beaucoup plus froids et à la fois des étés beaucoup plus chauds, donc un réchauffement climatique qui continue, mais une quatrième saison qui vient s'ajouter, la saison du trop froid en hiver. Ok. Alors, Guillaume a également posé la question de quels sont les leviers à notre disposition pour s'impliquer et pour être moteur du changement. Faut-il s'impliquer dans des associations, dans des syndicats de gestion de l'eau? En clair, que pouvons-nous faire? Ouais. Moi, bah, il y a un exemple que j'aime bien là-dessus. Ça va me permettre d'aller sur la sécurité sociale de l'alimentation. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est construire par la base les institutions de l'entraide. Qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation? Donc, la sécurité sociale normale, elle naît de 45 et elle naît sous la forme d'un service public non étatique. C'est très important. Ce service public non étatique, en fait, il est géré par les travailleuses et les travailleurs et le patronat sous une répartition en 45 de trois quarts de représentants des salariés et de un quart de représentants du patronat. C'est-à-dire qu'on a une sphère économique complète qui marche en dehors de la logique de l'État, où c'est les représentants des assurés eux-mêmes qui choisissent la quantité d'argent qu'on va prélever sous forme de cotisation sociale. Pour aller très vite, l'âge de la retraite, les investissements qu'on va réaliser dans l'appareil de santé. Et donc, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est travailler à l'extension des institutions de l'entraide sous cette forme de sécurité sociale-là. Et il y a plein d'initiatives qui travaillent notamment, qui expérimentent concrètement dans toutes les villes des formes de sécurité sociale de l'alimentation qui sont des AMAP augmentés en réalité. Chaque personne recevrait en fait sur une carte vitale de la sécurité sociale de l'alimentation 100 euros par mois et par personne. 100 euros par mois et par personne, ça correspond, quand on généralise aux 60, enfin, aux différents actifs de la population française, ça représente un tiers du chiffre d'affaires global de la grande distribution. Et en fait, on ferait des caisses locales de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc la caisse locale, je ne sais pas, moi je suis dans Paris 12, donc de Paris 12, qui en fait créerait, choisirait, sous forme de convention citoyenne, des critères de conventionnement. C'est-à-dire, en fait, on déciderait collectivement, dans ces caisses de sécurité sociale-là, les productions et les transformateurs qui auraient accès à ces 100 euros par mois et par personne. On peut choisir de ce fait, du coup, de conventionner uniquement des productrices et des producteurs qui font de l'hydrologie régénérative, de l'agroécologie, de l'agroforesterie, une production bas carbone, etc. Et donc, par la démocratie locale, en fait, on arrive à créer, organiser une forme de planification du modèle agricole. Parce que, en fait, ce qu'on réalise à faire, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de sortir les producteurs marginaux de la marginalité, qui sont marginalisés par la grande distribution et l'agro-industrie, qui arrivent à avoir des coûts plus importants. Là, on leur fournit un marché protégé sur des critères démocratiques. Et en fait, on est en mesure, avec cette sécurité sociale de l'alimentation, de créer une alternative viable, exactement comme on a créé une alternative viable avec la sécurité sociale du soin, de la faire marcher sur des critères démocratiques et de pousser de fait tout le système de production agricole à bifurquer pour bénéficier de ces 100 euros par personne et par mois sous forme de monnaie marquée. C'est ça le mot important, cette monnaie marquée. Et donc, en fait, ce qui est intéressant de faire, c'est de travailler, de construire, de participer à la réflexion globale sur toutes ces institutions de l'entraide nouvelles et de les expérimenter. Puisque à force de crise, plus elles seront, à force de crise qu'on va traverser, plus elles seront en mesure de se généraliser à un moment ou à un autre. Ok, et puis il y a plusieurs personnes, Bruno, Florent, François, qui se posent des questions sur le rôle des politiques
plus exactement sur l'inaction des politiques. Ils se demandent si c'est qu'ils ne comprennent pas les problèmes, si c'est pour eux quelque chose de secondaire. Donc comment prendre en compte ce rôle politique qui est fondamental par rapport à tout ce que tu viens de nous décrire. Ouais. Bah moi je trouve que dans le monde politique, et c'était ça l'introduction de ma conférence, c'est qu'il y a une post-vérité généralisée en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un débat médiatique qui est entretenu par certaines sphères qui en fait passe son temps à être concentré sur l'artificiel pour en fait maintenir ce système économique particulier. Je pense qu'il y a un défaut de formation très important, effectivement, des élites politiques parce qu'il y a un rapport très étrange à la science qui est soit vu comme une espèce un petit peu de choses idéalisées, divinisées, ou soit un truc complètement qui fait l'objet de débats et donc une relativisation de tout. Ça, c'est le Trumpisme. Et de l'autre côté, en fait, il y a une partie de la compréhension de la science qui dit, bah, en fait, ça va servir à accoutumer une forme de système économique. Sauf qu'en fait, efficacité par rapport à la logique de la robustesse, en fait, on est dans une dilemme du prisonnier géant où si je fais pas de l'efficacité, aujourd'hui, mon voisin va en faire et il va me battre dans la compétition. Ça se vaut pour les entreprises, ça se vaut pour les pays, etc. La seule réponse à faire là-dessus, c'est déjà de former beaucoup plus. Pour moi, il faut un peu se dissocier des politiques, c'est-à-dire il faut organiser par la base, et c'est par la base que les choses montent toujours. Et donc, par l'organisation concrète, en fait, on peut sortir de, de ce plaidoyer politique, enfin de demander à nos politiques de faire qui nous coincent, mais il faut aussi avoir un travail beaucoup plus important, de mon point de vue, de visibilisation des initiatives et d'essayer de bien expliquer en quoi l'adaptation 4 degrés, enfin l'adaptation 4 degrés, c'est impossible en réalité. C'est long à développer, pourquoi? Mais il faut en fait arriver à mettre ça dans l'espace public. Et du coup, après, je veux pas brusquer les tendances politiques de chacun, mais selon les camps, en fait, il y a beaucoup plus de post-vérité il y a plus ou moins de post-vérité et plus ou moins de sensibilité à ces sujets. Il faut qu'on arrive à hiérarchiser les choses. Et hiérarchiser les choses, ça permet d'avoir une prospective claire et du coup, par rapport à cette prospective claire, arbitrer réellement la bifurcation et le changement du statu quo, parce que les politiques protègent beaucoup le statu quo, en tout cas la majorité. Et il faut comprendre surtout et fondamentalement que le futur n'est pas linéaire, que le futur va être fait de ruptures, comme le Covid a été une rupture. Et si on n'anticipe pas ces ruptures, on va les subir beaucoup plus fort. Très bien, bah écoute, je Est-ce propose que ce soit est-ce le que mot de la fin. Est-ce qu'il y a une question? Oui, il y a quelque ouais, chose juste une dernière d'entendu. question. Excuse-moi. Il vient, c'est pour ma connaissance, une entreprise comme Carbone 4, par exemple, a fait un gros travail sur communiquer, et être un bon outil pour les entreprises pour réduire les émissions de carbone, donc sur l'aspect atténuation de la cause qui fait monter, on va dire, le changement climatique. Est-ce que tu as en tête des sociétés un peu similaires ou autres, des personnes qui travaillent sur la résilience, c'est-à-dire que concrètement, le rôle des ingénieurs, ça peut être communiquer, donner des outils, évaluer pour aider tous les décideurs, les entreprises, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas forcément formés à ça, à réduire leurs émissions. Est-ce qu'il y a le même travail, mais de manière un peu privée, quoi, entre guillemets, pour préparer la société à faire face à tout ça? Parce que là, c'est des concepts politiques. Bon, hormis une grosse révolution, on peut attendre quand même longtemps de la part des politiques avant que ça change. Est-ce que concrètement, il y a des personnes qui bossent à préparer la société à faire face à ça, ou il va falloir attendre une crise, réaction pour qu'on s'adapte? Ouais, bah en fait ça existe pas mal. Moi par exemple, bah, c'est mon activité professionnelle de faire ça. Moi je suis pas tout seul. En fait, à la base, moi j'ai fait 5 ans dans un cabinet qui s'appelle EcoAct, donc qui est un concurrent de Mm. Carbone 4, mais Carbone 4 fait la même chose. Où en fait, effectivement, il y a la partie décarbonation qui est très visibilisée, mais il y a une autre partie qui s'appelle en fait exactement ce que j'ai présenté, de l'analyse de risque climatique. Et moi j'ai passé du coup ces 5 années à faire des analyses de risque climatique sur les chaînes de valeur de grands groupes du CAC 40 ou de territoires. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est un exercice de prospective. Je vais avoir par exemple un ensemble de sites géographiques. Je vais faire tourner les modèles climatiques dessus pour voir le nombre de vagues de chaleur qui augmentent, qui diminuent, qui augmentent tout court, mais de combien. Est-ce que c'est inondé? Est-ce que le stress hydrique augmente? Est-ce que l'élévation du niveau de la mer menace? Etc., etc.
Et à partir de ça, ensuite, on va définir ce qu'on appelle une métrique de vulnérabilité. La métrique de vulnérabilité, elle se construit en fait en faisant des entretiens avec les gens qui connaissent le business model, qui connaissent l'entreprise, qui connaissent le territoire et qui ont eu en particulier un historique des dommages passés. Et avec cet historique des dommages passés, on peut arriver à construire un niveau de risque et de hiérarchiser les risques les uns par rapport aux autres. Et par rapport au niveau de risque, en fait, on peut les quantifier en termes de pertes économiques. Et cette quantification en termes de pertes économiques, elle nous permet finalement de faire un plan d'adaptation, le plan d'adaptation que l'on peut quantifier aussi en argent non perdu. D'accord? Ça, c'est ce qu'on crée des métriques de vulnérabilité. Par exemple, moi, c'est mon activité en termes de consultant indépendant. Je fais ça tout le temps. Il y a pas mal de les cabinets de conseil un peu classiques sur la décarbonation ont un pan d'activité là-dessus. Après, ça dépend sur la maturité. Si tu veux, on pourra en parler en privé sur LinkedIn. Mais grosso modo, oui, il y a des initiatives là-dessus dans le monde de l'entreprise. Il y a des initiatives aussi dans le monde local. Mais je suis d'accord que ce sont des sujets qui sont mis très en arrière par rapport à la décarbonation. Parce que souvent, par les gens qui sont engagés sur ces thématiques-là, et à raison, parler d'adaptation, c'est vu comme une défaite de l'atténuation. Mm. D'accord? Alors qu'en fait, malheureusement, les deux sont complémentaires et doivent s'organiser par la base. Mais si tu veux, on pourra en discuter. Mets-moi un petit message sur LinkedIn et puis on peut parler de ça plus en détail si ça t'intéresse. Ça va, merci. Merci. La conférence arrive à son terme et la session aussi. Donc, merci beaucoup, Iliane. Merci à Merci. tous de votre participation. Iliane, il y a la question sur les slides, si on peut les partager. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit message sur LinkedIn et je vous les enverrai, sauf si tout le monde les veut et j'enverrai directement à Anne. Vous pouvez faire les deux, comme ça vous êtes sûr de l'avoir. Oui, ce serait mieux que ce Oui, soit. oui, je peux les envoyer à tout le monde, mais tu peux D'accord. aussi, bien sûr, les envoyer en direct. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci, Merci. bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.